Pendant des siècles, sur d'innombrables champs de bataille, les Habsbourg et les Bourbons se sont disputés jusqu'à épuisement l'hégémonie de l'Europe. Enfin, les vieux rivaux reconnaissent que leur jalousie insatiable n'a fait que frayer la voie à d'autres maisons régnantes. Déjà, de l'île anglaise, un peuple hérétique tend la main vers l'empire du monde. Déjà, la marche protestante de Brandebourg devient un puissant royaume. Déjà, la Russie, à demi païenne, s'apprête à étendre sa sphère à l'infini. Ne vaudrait-il pas mieux faire la paix ? Finissent par se demander, trop tard, comme toujours, les souverains et leurs diplomates, que de renouveler sans cesse le jeu fatal de la guerre pour le grand profit de mécréants et de parvenus. Choiseul, ministre de Louis XV, Kaunitz, conseiller de Marie-Thérèse, conclut une alliance. Et afin qu'elle s'avère durable et ne soit pas un simple temps d'arrêt entre deux guerres, il propose d'unir, par les liens du sang, la dynastie des Bourbons et celle des Habsbourg. La maison de Habsbourg n'a jamais manqué de princesses à marier, et en ce moment précisément, elles sont nombreuses et de tous les âges. Les ministres envisagent d'abord d'unir Louis XV, bien qu'il soit grand-père et en dépit de ses mœurs plus que douteuses, à une princesse habsbourgeoise, mais le roi, très chrétien, se réfugie vivement du lit de la Pompadour dans celui de la du Barry. D'autre part, l'empereur Joseph, 2 fois veuf, ne manifeste guère le désir de se laisser marier à l'une des 3 filles de Louis XV qui ne sont plus toutes jeunes. Il reste donc une troisième combinaison, la plus naturelle, l'union du dauphin adolescent, petit-fils de Louis XV et futur héritier de la couronne de France, à une fille de Marie-Thérèse. En 1766, Marie-Antoinette, âgée alors de 11 ans, peut déjà faire l'objet d'un projet sérieux. Le 24 mai de cette année-là, l'ambassadeur d'Autriche mande expressément à l'impératrice « Le roi s'est expliqué de façon que votre majesté peut regarder le projet comme décidé et assuré. » Mais les diplomates ne seraient pas diplomates s'ils ne mettaient pas leur point d'honneur à rendre difficiles les choses simples, et surtout à retarder savamment toute affaire importante. Des intrigues de cour sont menées des deux côtés, une année passe, une deuxième, une troisième, et Marie-Thérèse, méfiante, non sans raison, craint que pour finir, son incommode voisin Frédéric de Prusse n'entrave aussi ce plan par un de ses artifices machiavéliques. Elle met donc en jeu toute son amabilité, sa passion et sa ruse pour que la cour de France ne puisse pas retirer la promesse à demi donnée. Avec l'obstination inlassable d'une entremetteuse professionnelle, la patience tenace et inflexible dont elle a seule le secret, elle ne cesse de faire valoir à Paris les qualités de la princesse. Elle inonde les ambassadeurs de civilités et de présents pour qu'ils rapportent enfin de Versailles une demande en mariage définitive. Plus impératrice que mère, songeant davantage à accroître la puissance de sa maison qu'au bonheur de son enfant, son ambassadeur a beau l'informer que la nature semble avoir refusé tout don à monsieur le dauphin, que par sa contenance et ses propos, ce prince n'annonce qu'un sens très borné, beaucoup de disgrâce et nulle sensibilité, eh bien rien ne peut la retenir. D'ailleurs, une archiduchesse a-t-elle besoin d'être heureuse ? Ne suffit-il pas qu'elle devienne reine ? Mais plus Marie-Thérèse met d'ardeur à obtenir un engagement formel, plus Louis XV, en bon psychologue, se réserve. Pendant 3 ans, il se fait envoyer des portraits et des rapports sur la petite archiduchesse et se déclare en principe favorable au projet de mariage, mais il ne fait pas la demande tant attendue et ne s'engage pas. Le gage innocent de cette importante affaire d'État, la petite Toinette, âgée de 12 ans, est une gamine délicate, gracieuse, svelte et indéniablement jolie qui, pendant ce temps, joue et folâtre en compagnie de ses sœurs, frères et amis dans les salons et les jardins de Schönbrunn, avec toute l'ardeur de son tempérament. Elle ne songe guère aux études, aux livres et à l'instruction.
Grâce à sa gentillesse naturelle et à son entrain prime-sautier, elle s'y prend si adroitement avec les abbés et les gouvernantes chargées de l'éduquer qu'elle réussit à se soustraire à toutes les heures d'études. Un jour, Marie-Thérèse, à qui les multiples affaires d'État n'ont jamais permis de se soucier sérieusement d'un seul de ses nombreux enfants, s'aperçoit avec effroi que la future reine de France, à l'âge de 13 ans, ne sait écrire correctement ni le français ni l'allemand, qu'elle ne possède même pas les connaissances les plus superficielles en histoire, et que son instruction générale laisse entièrement à désirer. Pour la musique, il n'en va pas beaucoup mieux, bien qu'elle ait comme professeur de piano Gluck lui-même. Au dernier moment, il faut rattraper le temps perdu, faire de l'espiègle et paresseuse Toinette une personne instruite. Ce qui importe le plus, pour une future reine de France, c'est de savoir danser convenablement et parler le français avec un bon accent. Dans ce but, Marie-Thérèse engage d'urgence le grand maître de danse Noverre et 2 acteurs d'une troupe française en tournée à Vienne, l'un pour la prononciation, l'autre pour le chant. Mais à peine l'ambassadeur de France en a-t-il fait part à la cour des Bourbons qu'un avertissement indigne arrive de Versailles. Une future reine de France ne peut pas avoir des cabotins pour éducateurs. On engage en hâte de nouvelles négociations diplomatiques, car la cour de Versailles considère déjà l'éducation de la future fiancée du dauphin comme une affaire la concernant. Après de longs pourparlers, on délègue à Vienne comme précepteur, sur la recommandation de l'évêque d'Orléans, un certain abbé Vermont. Par lui, nous possédons les premiers rapports sérieux sur l'archiduchesse alors âgée de 13 ans. Il la trouve délicieuse et sympathique. Elle a une figure charmante, écrit-il, elle réunit toutes les grâces du maintien et si, comme on doit l'espérer, elle grandit un peu, elle aura tous les agréments qu'on peut désirer d'une princesse. Son cœur, son caractère sont excellents. Le brave abbé s'exprime beaucoup plus prudemment sur les connaissances réelles et sur l'application de son élève. C'est à peu près dans les mêmes termes que tous les hommes d'État, 10 à 20 ans plus tard, se plaindront de cette paresse de la pensée malgré une grande intelligence, de cette fuite ennuyée devant tout entretien sérieux. Déjà, chez l'adolescente de 13 ans, se manifeste clairement ce défaut d'une nature qui pourrait tout et ne veut vraiment rien. Mais à la cour de France, depuis le règne des maîtresses, la tenue d'une femme est plus appréciée que sa valeur réelle. Marie-Antoinette est jolie, décorative, elle a bon caractère, cela suffit. Enfin, en 1769, Louis XV adresse à Marie-Thérèse la missive qu'elle attend fiévreusement depuis si longtemps. Le roi y demande solennellement la main de la jeune princesse pour son petit-fils, le futur Louis XVI, et propose comme date du mariage les fêtes de Pâques de l'année suivante. Marie-Thérèse accepte, comblée. Après de longues années de soucis, cette femme, tragique et résignée, peut vivre encore de belles heures. La paix de l'Empire et en même temps de l'Europe lui paraît désormais assurée. Aussitôt, des courriers et des estafettes annoncent officiellement à toutes les cours que, d'ennemis, Habsbourg et Bourbon sont à jamais devenus alliés par le sang. La tâche des diplomates est heureusement achevée. Mais on s'aperçoit à présent que c'était là la partie la plus facile de la besogne. Persuader les Habsbourg et les Bourbons de la nécessité d'une entente, réconcilier Louis XV et Marie-Thérèse, quel jeu d'enfant à côté des difficultés insoupçonnées que l'on va rencontrer pour mettre d'accord, à l'occasion d'une solennité aussi représentative, le cérémonial des cours et des maisons de France et d'Autriche. Il est vrai que, des deux côtés, les maîtres de cérémonie et autres représentants du formalisme disposent d'une année entière pour rédiger toutes les clauses du protocole terriblement important des solennités nuptiales. Mais qu'est-ce que 12 mois pour ces Chinois de l'étiquette ? Un héritier du trône de France épouse une archiduchesse autrichienne ? Quelle question bouleversante de préséance soulève cette affaire ? Avec quelle attention il faut en examiner tous les détails ? Que d'irrémédiables faux pas il s'agit d'éviter en se livrant à l'étude de documents séculaires. Jour et nuit, à Schönbrunn et à Versailles, les gardiens sacrés des us et coutumes méditent, enfiévrés. Jour et nuit, les ambassadeurs discutent de chaque invitation.
Des courriers spéciaux galopent d'un pays à l'autre avec des propositions et des contre-propositions, car on se rend compte de l'épouvantable catastrophe qui pourrait s'ensuivre au cas où seraient violées les préséances entre les maisons souveraines. Au cours d'innombrables conférences des deux côtés du Rhin, on pèse et discute d'épineuses et doctorales questions, comme celle-ci par exemple. Quel nom sera cité le premier dans le contrat de mariage, celui de l'impératrice d'Autriche ou du roi de France ? Qui apposera le premier sa signature? Quels présents seront offerts? Quelle dot sera stipulée? Qui accompagnera la mariée? Qui la recevra? Combien de gentilshommes, de dames d'honneur, d'officiers, de gardes, de premières et de deuxièmes caméristes, de coiffeurs, de confesseurs, de médecins, de scribes, de secrétaires et de lingères doivent faire partie du cortège nuptial d'une archiduchesse d'Autriche jusqu'à la frontière, et ensuite d'une héritière du trône de France, de la frontière jusqu'à Versailles? Tandis que les perruques d'en deçà et d'au-delà du Rhin sont encore loin d'être d'accord sur les grandes lignes des questions essentielles, dames et gentilshommes des deux cours, de leur côté, se disputent déjà entre eux farouchement l'honneur d'accompagner ou de recevoir le cortège nuptial, chacun défendant ses prétentions armés de codes et de parchemins, et bien que les maîtres de cérémonie travaillent comme des galériens, ils ne viennent pas à bout en l'espace d'une année de toutes ces questions capitales de préséance et de protocole. Au dernier moment, par exemple, on biffe du programme la représentation de la noblesse alsacienne pour éviter les questions d'étiquette compliquées qu'on n'a plus le temps de régler. Et si un ordre royal n'avait pas fixé à l'avance de date précise, les gardiens français et autrichiens du cérémonial ne seraient même pas d'accord aujourd'hui sur la forme exacte du mariage, et il n'y aurait pas eu de Marie-Antoinette, ni peut-être de Révolution française. Des deux côtés, bien qu'en France comme en Autriche, les économies soient terriblement nécessaires, on déploie la plus grande pompe et le dernier faste. Les Habsbourg ne veulent pas être surpassés par les Bourbons, ni les Bourbons par les Habsbourg. Le palais de l'ambassade de France à Vienne est jugé trop petit pour les 1500 invités. Des centaines d'ouvriers construisent en hâte des annexes, tandis qu'à Versailles, au même moment, on aménage spécialement pour la noce une salle de spectacle. Ici et là-bas, une ère bénie s'ouvre pour les fournisseurs de la cour, tailleurs, joailliers, fabricants de carrosses. Rien que pour aller au-devant de la princesse, Louis XV commande aux fournisseurs de la cour, franciens, 2 carrosses d'une magnificence inouïe, en bois précieux, avec vitres étincelantes, l'intérieur capitonné de velours, l'extérieur somptueusement décoré, surmonté de couronnes et, en dépit de cet apparat, d'une souplesse admirable et de la plus grande légèreté. Pour le dauphin et la cour royale, on exécute des habits de parade couverts de pierreries. Le gros pit, le plus gros diamant de l'époque, ornera le chapeau de Louis XV, et Marie-Thérèse prépare non moins luxueusement le trousseau de sa fille. Dentelle de Malines, tissée tout exprès, fine toile, soie et parure ne sont pas épargnées. Enfin, l'ambassadeur Durfort, qui vient demander au nom du dauphin la main de Marie-Antoinette, arrive à Vienne. Vision splendide pour les Viennois, amateurs passionnés de spectacle. 48 carrosses à 6 chevaux, parmi lesquels les 2 merveilles, vitrées, citées plus haut, roulent lentement et solennellement à travers les rues pavoisées conduisant à la Hofburg. Les livrées de 117 laquais et gardes du corps qui accompagnent l'ambassadeur ont coûté à elles seules 107 000 ducats, le cortège pas moins de 350 000. À partir de ce moment, les fêtes se suivent. Demande publique en mariage, renonciation solennelle de Marie-Antoinette devant l'Évangile, le crucifix et les cierges allumés à ses droits autrichiens, congratulation de la cour, de l'université, parade de l'armée, théâtre paré, réception belvédère suivie d'un bal auquel participent 3000 personnes, nouvelle réception et souper pour 1500 invités au palais Liechtenstein, et enfin, le 19 avril, mariage par procuration à l'église Saint-Augustin, où l'archiduc Ferdinand représente le dauphin. Encore un souper de famille intime, et le 21, adieu solennel, dernière étreinte. Alors, dans le carrosse du roi de France, entre une double haie respectueuse,
Marie-Antoinette, ex-archiduchesse d'Autriche, roule au-devant de son destin. Marie-Thérèse a vu partir sa fille avec peine. Pendant des années, cette femme, lasse et vieillissante, avait souhaité ce mariage qu'elle considérait comme un bonheur suprême pour la maison de Habsbourg. Et cependant, au dernier moment, le destin désiré par elle-même pour sa fille lui inspire de l'inquiétude. Si l'on étudie avec soin sa vie, ses lettres, on voit que cette souveraine tragique, le seul grand souverain de la maison d'Autriche, ne porte plus depuis longtemps la couronne que comme un fardeau. Avec une peine infinie, par des guerres continuelles, elle a maintenu l'unité de l'Empire, formée par une suite d'alliances et dans un certain sens artificielles, comme la Prusse et la Turquie, l'Orient et l'Occident. Mais maintenant, précisément qu'il paraît consolidé, elle perd courage. Cette femme vénérable est saisie de l'extraordinaire pressentiment qu'après elle, l'empire auquel elle a donné toute sa force et toute son énergie sera partagé et morcelé. Politicienne clairvoyante, presque voyante, elle sait combien est peu solide cet amalgame de nations, composé par le hasard, et que son existence ne peut être prolongée qu'à force de prudence, de réserve et d'intelligente passivité. Qui continuera ce qu'elle a entrepris avec tant de soin ? Profondément désillusionnée sur le compte de ses enfants, elle a senti s'éveiller en elle l'esprit de Cassandre. Il leur manque tout ce qui faisait sa propre force et était le fond de sa nature. La longue patience, la ténacité, l'art des projets lents et sûrs, celui aussi de savoir se limiter sagement et parfois renoncer. Mais le sang lorrain de son mari semble avoir répandu dans leurs veines une vague brûlante d'inquiétude. Tous sont prêts à sacrifier des possibilités incalculables au plaisir d'un instant, génération mesquine, légère et sans foi, à la seule recherche du succès éphémère. Son fils est co-régent, Joseph II, avec l'impatience d'un prince héritier, flatte Frédéric II qui l'a persécuté et raillé toute sa vie. Il courtise Voltaire quand pieuse catholique, elle le hait comme l'antéchrist. L'archiduchesse Marie-Amélie, qu'elle a également destinée à un trône, à peine mariée, à Parme, scandalise l'Europe par la légèreté de ses mœurs. Au bout de 2 mois, elle a dilapidé les finances, désorganisé le pays et se divertit avec des amants. Son autre enfant, à Naples, elle non plus ne lui fait guère honneur. Aucune de ses filles ne fait preuve de sérieux ni d'austérité morale. L'œuvre prodigieuse de dévouement et d'abnégation à laquelle la grande impératrice a inflexiblement sacrifié toute sa vie privée, toute joie, tout plaisir facile, lui paraît accomplie en vain. Elle se réfugierait volontiers dans un cloître, et seule la crainte née du juste pressentiment que son fils, trop empressé, détruirait aussitôt par des mesures irréfléchies tout ce qu'elle a mis debout, fait que cette vieille lutteuse garde le sceptre dont sa main est lasse depuis longtemps. Bonne psychologue, elle ne se fait pas d'illusions sur sa cadette, Marie-Antoinette. Elle connaît ses qualités, grande bonté de cœur et obligeance, vivacité et gaieté d'esprit, nature franche et humaine, mais elle n'ignore pas non plus ses défauts, manque de maturité, légèreté, étourderie, inconséquence. Pour l'approcher de plus près, pour faire au dernier moment de cette ardente écervelée une reine, elle installe Marie-Antoinette dans sa propre chambre pendant les 2 mois qui précèdent le départ. Elle cherche, par de longues conversations, à la préparer à sa haute destinée. Et pour gagner le secours du ciel, elle emmène l'enfant en pèlerinage dans les environs de Vienne, à Mariazell. Mais plus l'heure des adieux approche, plus l'impératrice s'inquiète. Une obscure angoisse trouble son cœur, un pressentiment du malheur futur, et elle met en jeu toute sa force pour conjurer les sombres puissances. Avant le départ, elle remet à Marie-Antoinette une règle de conduite détaillée et fait jurer à l'adolescente évaporée de la relire consciencieusement tous les mois. À part la missive officielle, elle fait parvenir à Louis XV une lettre privée
où elle supplie le vieillard d'avoir de l'indulgence pour la légèreté enfantine de celle qui ne compte que 14 ans. Mais son inquiétude intérieure ne s'apaise pas. Marie-Antoinette n'est pas encore arrivée à Versailles que déjà elle lui rappelle sa promesse de consulter l'écrit qu'elle lui a remis. « Je vous recommande, ma chère fille, tous les 21, de relire mon papier. Je vous prie, soyez-moi fidèle sur ce point. Je ne crains chez vous que la négligence dans vos prières et vos lectures, et la tiédeur et la paresse suivront. Luttez contre. N'oubliez pas une mère qui, quoiqu'éloignée, ne cessera d'être occupée de vous jusqu'à son dernier soupir. » Au milieu des réjouissances célébrant le triomphe de sa fille, Marie-Thérèse se rend à l'église et prie Dieu de détourner le malheur que seule, parmi tous, elle pressent. Tandis que la gigantesque cavalcade, 340 chevaux qui doivent être relayés à chaque station, traverse lentement l'Autriche à la Bavière et s'approche de la frontière française, charpentiers et tapissiers travaillent activement à un édifice singulier sur une île du Rhin entre Kiel et Strasbourg. Là, les grands maîtres de cérémonie de Versailles et de Schönbrunn ont joué leur principal atout. Après des pourparlers sans fin pour savoir si la remise solennelle de la mariée devait s'accomplir en pays autrichien ou en pays français, un malin parmi eux a trouvé une solution digne de Salomon. On construira un pavillon spécial en bois sur un des petits îlots inhabités du Rhin, entre la France et l'Allemagne. Donc une sorte de no man's land. Ce sera là une merveille de neutralité. 2 pièces du côté de la rive droite du Rhin, où Marie-Antoinette entrera en archiduchesse, 2 pièces du côté de la rive gauche, d'où elle sortira après la cérémonie, en dauphine de France, et au milieu, la grande salle de la remise solennelle où l'archiduchesse deviendra définitivement l'héritière du trône. Des tapisseries précieuses du palais épiscopal couvrent les cloisons élevées à la hâte. L'université de Strasbourg prête un baldaquin, la riche bourgeoisie de la ville son plus beau mobilier. Ce sanctuaire d'une splendeur princière est naturellement fermé aux yeux des profanes. Mais ici, comme partout, quelques pièces d'argent rendent les gardiens complaisants. C'est ainsi que quelques jours avant l'arrivée de Marie-Antoinette, plusieurs jeunes étudiants allemands se glissent dans l'édifice à moitié achevé pour satisfaire leur curiosité. L'un d'eux, surtout, ne peut pas se rassasier de la beauté des gobelins tissés d'après les cartons de Raphaël. Enthousiasmé, il explique à ses camarades moins éloquents ce monde de beauté soudain découvert des maîtres italiens. Mais tout à coup, il s'arrête, se sent mal à l'aise, ses sourcils foncés et épais se froncent, presque avec colère, au-dessus du regard encore enflammé, car à l'instant seulement il vient de se rendre compte de ce que représentent ces tapisseries. C'est en effet une légende convenant aussi peu que possible à une noce, l'histoire de Jason et Médée, l'exemple le plus frappant d'un hymen fatal. « Quoi ?» s'exclame à haute voix le génial adolescent, sans prêter attention à l'étonnement des assistants. « Est-il permis de mettre aussi imprudemment sous les yeux d'une jeune reine, dès le premier jour, l'exemple du mariage le plus atroce qui fut jamais consommé ? N'y a-t-il donc point parmi les architectes, décorateurs et tapissiers français un seul homme qui comprenne que les images ont une signification ? Qu'elles agissent sur les sens et l'esprit, qu'elles laissent des impressions, qu'elles éveillent des pressentiments ? Ne dirait-on pas que l'on a voulu envoyer au-devant de cette belle dame que l'on dit être attachée à la vie, le plus hideux des spectres ? » Les amis du bouillant jeune homme réussissent avec peine à le calmer et il leur faut presque employer la force pour entraîner Goethe, car cet étudiant n'est autre que Goethe, hors de la bâtisse en bois. L'immense flot de magnificence du cortège nuptial s'approche. Bientôt il inondera d'allégresse et de joyeuses paroles la salle décorée, sans que personne ne soupçonne que quelques heures auparavant, le regard pénétrant d'un poète a discerné dans ce tissu multicolore le fil noir de la fatalité. La remise de Marie-Antoinette doit signifier la séparation de tout ce qui la relie à la maison d'Autriche, personne et chose. Ici encore, les maîtres de cérémonie ont imaginé un symbole particulier. Non seulement
Pas une personne de la suite autrichienne n'est autorisée à l'accompagner au-delà de la ligne de démarcation invisible, mais encore, l'étiquette exige qu'elle ne garde pas sur elle la moindre chose provenant de son pays, ni souliers, ni bas, ni chemise, ni ruban. À partir du moment où Marie-Antoinette devient dauphine de France, elle ne peut se vêtir que de tissu français. C'est ainsi que l'enfant de 14 ans est obligé de se dévêtir entièrement devant toute sa suite dans l'antichambre autrichienne. La nudité de ce tendre corps d'adolescente, à peine éclos, illumine un instant la pièce obscure, puis on la revêt d'une chemise de soie française, de jupons de Paris, de bas de Lyon, de souliers du cordonnier de la cour. Elle ne peut conserver aucun souvenir, pas même une bague, une croix. Le monde de l'étiquette ne croulerait-il pas si elle gardait une seule agrafe ou un ruban qu'elle aima? À partir de maintenant, elle ne doit plus voir autour d'elle un seul des visages auxquels elle est habituée depuis des années. Est-ce étonnant si l'adolescente, effrayée par toute cette pompe et ces chinoiseries, et si brusquement jetée dans une atmosphère étrangère, fond en larmes comme une enfant? Mais il s'agit de reprendre immédiatement une tenue convenable, car les transports sentimentaux ne sont pas de mise à un mariage politique. Là-bas, dans l'autre pièce, la suite française attend déjà, et ce serait une honte que d'aller au-devant d'elle, les yeux humides et craintifs. Le comte Starhemberg, gentilhomme d'honneur, lui tend la main pour l'aider à faire le pas décisif, et vêtue à la française, accompagnée pour la dernière fois de sa suite autrichienne, archiduchesse d'Autriche pendant 2 minutes encore, elle entre dans la salle où elle doit être remise à la délégation bourbonienne qui l'attend grande pompe et grand apparat. L'ambassadeur de Louis XV prononce un discours solennel, lecture est donnée du protocole, puis tout le monde retient son souffle. Voici la grande cérémonie où chaque pas est calculé comme dans un menuet et qui a été apprise et répétée plusieurs fois. La table au milieu de la salle représente symboliquement la frontière. D'un côté les Autrichiens, de l'autre les Français. Tout d'abord, le gentilhomme d'honneur autrichien lâche la main de Marie-Antoinette. Le gentilhomme d'honneur français s'en empare et, d'un pas solennel, fait accomplir lentement le tour de la table à la jeune fille tremblante. Pendant ces minutes exactement comptées, la suite autrichienne se retire lentement vers l'entrée et, de la même cadence, la suite française s'avance vers la future reine, de sorte qu'au moment précis où Marie-Antoinette se trouve avec la cour française, la cour autrichienne a déjà quitté la salle. Cette débauche d'étiquette se déroule en silence, impeccable, grandiose et fantomatique. Mais au dernier instant, la fillette intimidée ne peut plus se contenir devant cette glaciale solennité et, au lieu d'accepter, calme et froide, l'humble révérence de sa nouvelle dame d'honneur, la comtesse de Noailles, elle se jette en sanglotant dans ses bras, comme pour y chercher un refuge. Geste d'abandon charmant et attendrissant que tous les grands coptes du cérémonial des 2 côtés du Rhin avaient oublié de prescrire. Mais le sentiment ne fait pas partie des logogriffes et usages de cour. Déjà, le carrosse vitré attend au dehors. Les cloches sonnent à la cathédrale de Strasbourg et les salves d'artillerie retentissent. Au milieu d'un déchaînement d'acclamations, Marie-Antoinette quitte pour toujours les rivages insouciants de l'enfance. Son destin de femme commence. L'arrivée de Marie-Antoinette marque une heure de joie inoubliable pour le peuple français qui, depuis longtemps, a perdu l'habitude des fêtes. Il y a de nombreuses années que Strasbourg n'a plus vu de dauphine et peut-être n'en a-t-elle jamais vu une aussi adorable que cette jeune fille. La svelte enfant aux cheveux blonds cendrés, aux yeux bleus et espiègles, rit et sourit du fond de son carrosse vitré aux innombrables Alsaciens et Alsaciennes accourus des villes et villages dans leur joli costume national pour acclamer le somptueux cortège. Des centaines d'enfants, de blancs vêtus, précèdent la voiture en jonchant le chemin de fleurs. Un arc de triomphe a été dressé, les portes sont pavoisées. Sur la grande place, le vin coule de la fontaine.
Des bœufs entiers rôtissent à la broche. On distribue d'énormes corbeilles de pain aux pauvres. Le soir, toutes les maisons sont illuminées. Des flammes serpentent autour du clocher, et la dentelle rougeâtre de la divine cathédrale en devient transparente. D'innombrables barques et bateaux glissent sur le Rhin, éclairés par des torches aux couleurs diverses et portant des lampions pareils à des oranges de feu. Des boules de verre multicolores, resplendissantes de lumière, scintillent dans les arbres. Et le monogramme entrelacé du dauphin et de la dauphine brille sur l'île, couronnant au milieu de figures mythologiques un feu d'artifice grandiose. Jusque fort avant dans la nuit, le peuple avide de spectacles déambule dans les rues et le long du fleuve. La musique vibre et résonne. Dans des centaines d'endroits, garçons et filles dansent joyeusement. La blonde messagère d'Autriche semble avoir apporté un nouvel âge d'or. Une fois encore, le peuple de France, oubliant ses maux et son ressentiment, reprend courage et se laisse aller à un joyeux espoir. Mais ce tableau magnifique dissimule lui aussi une déchirure secrète. Comme dans le gobelin de la salle de réception, le destin y a glissé symboliquement un signe de malheur. Lorsque le lendemain, avant son départ, Marie-Antoinette veut se rendre à la messe, ce n'est pas le vénérable évêque qui l'accueille à l'entrée de la cathédrale, mais son neveu. Après les salutations, le cortège se range respectueusement sous la voûte sombre de la cathédrale. C'est Louis, prince de Rohan, futur héros tragicomique de l'affaire du collier, l'adversaire le plus dangereux de Marie-Antoinette, son ennemi le plus funeste, qui, le premier, lui souhaite la bienvenue en France. Et la main qui maintenant lui donne la bénédiction est la même qui plus tard précipitera dans la boue son honneur et sa couronne. Marie-Antoinette ne peut pas demeurer longtemps à Strasbourg. Quand un roi de France attend, tout retard serait inadmissible. Au milieu d'une mer bruissante d'acclamations, sous les arcs de triomphe et les portes enguirlandées, le cortège nuptial fait enfin route vers son premier but, la forêt de Compiègne, où, dans un imposant cortège de voitures, la famille royale attend. Courtisans, dames de la cour, officiers, gardes du corps, trompettes, tambours et musiciens, tous vêtus d'habits neufs et étincelants, forment des groupes bariolés. Ce jeu de couleurs flamboyantes donne un éclat particulier à la forêt printanière. À peine les fanfares des deux suites annoncent-elles l'approche du cortège nuptial que Louis XV quitte son carrosse pour recevoir la femme de son petit-fils. Mais déjà de son pas léger, tant admiré, Marie-Antoinette se hâte au-devant de lui et s'agenouille dans la plus gracieuse des révérences, devant le grand-père de son futur époux. Le roi, bon connaisseur de franches chairs féminines, fort sensible au charme et à la grâce, se penche avec une tendre satisfaction vers la blonde et appétissante enfant, aide la fiancée de son petit-fils à se relever et l'embrasse sur les joues. Ensuite seulement, il lui présente son futur mari, qui, avec ses 5 pieds 10 pouces, gauche, embarrassé, compassé, lève enfin ses yeux somnolents de myope et, sans montrer un empressement particulier, baise cérémonieusement sa fiancée sur la joue, conformément à l'étiquette. Dans le carrosse, Marie-Antoinette est assise entre le grand-père et le petit-fils, entre Louis XV et le futur Louis XVI. Le vieillard paraît bien tenir le rôle du fiancé. Il parle avec animation et fait même un peu la cour à la jeune fille, tandis que l'époux de demain s'ennuie et se tient silencieusement dans son coin. Le soir, lorsque les fiancés, déjà mariés d'ailleurs par procuration, gagnent leurs chambres respectives, le triste amoureux n'a pas encore dit un seul mot de tendresse à la ravissante ingénue et dans son journal intime, comme résumé de cette journée décisive, il écrit sèchement cette unique ligne « Entrevue avec Madame la Dauphine ».